Bonjour et bienvenue dans le SAV des CSE. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Yves avec nous. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. On est très content de te recevoir. La question qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce que tu es notre invité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et qu'est-ce qui est en lien avec l'activité des CSE? Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît? Eh bien, ravi, merci de l'invitation. Je m'appelle Jean-Yves Ottman, je suis sociologue du travail de formation et je suis chercheur, docteur et directeur de recherche en sciences de gestion, chercheur associé à l'IAE Paris. Et je suis, en plus de ces activités de recherche, intervenant et formateur pour les organisations et, entre autres, formateur CSE sur l'angle SST. Excellent. Alors, j'aime bien poser des questions un peu indiscrètes. Est-ce que c'est ton métier rêvé? Comment t'en es arrivé à faire ça dans la vie? Est-ce que le petit Jean-Yves, il s'est dit, ah ben moi je vais être sociologue du travail quand je serai grand? Bah, c'est quoi un petit peu ton parcours qui t'a amené à faire ça aujourd'hui? Alors c'est clairement, je l'ai pas rêvé enfant, ça c'est sûr. Et par contre, ça a vraiment été une évolution naturelle durant mes études et ma trajectoire, où à chaque étape, j'ai décidé ce qui me paraissait évident, même si ça l'était pas 2 ans avant. Donc c'est objectivement mon métier rêvé, si ce n'est que j'étais pas au courant que j'avais ce rêve. Hmm. Et tu l'as découvert du coup en apprenant, en faisant des études. Et aujourd'hui, Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la confrontation théorique au départ à des sujets de manière un peu caricaturale. Au lycée, j'ai fait S, donc en fait j'ai découvert les sciences sociales seulement arrivé à l'université. Et à l'université, j'ai fait beaucoup de droit, et donc j'ai approfondi la socio arrivé seulement en master. Et donc en fait, à chaque fois, je me rendais compte que une des dominantes que je faisais n'était pas inintéressante, j'étais pas forcément mauvais, mais que c'était pas exactement ce que je voulais faire, et que plus on me parlait finalement de l'organisation sociale de la société, et plus précisément de l'organisation sociale du travail, plus je trouvais ça intéressant et j'avais envie d'approfondir. et donc, dans l'organisation sociale du travail se trouvent nos fameuses instances représentatives du personnel, qui est la raison pour laquelle on est ensemble dans ce podcast aujourd'hui. Et comment toi tu as vécu la découverte du monde du CSE? Parce que au début, quand on est scolarisé, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, et puis d'un seul coup, on nous l'apprend et on se rend compte qu'il y a tout un monde dans l'entreprise, mais aussi tout un monde de relations sociales qui existe. Alors moi, déjà, je pense que je l'ai objectivement découvert un petit peu en cours, mais c'est pas, j'ai pas une formation en dialogue social, quoi. Et ensuite, je l'ai découvert dans le cadre de mes premières fonctions, où j'étais chargé de mission dans une des grosses DRH centrales, et où évidemment, le dialogue social était une part importante des enjeux, notamment parce que mes premières activités professionnelles ont été de faire de l'accompagnement du changement. Et qui dit changement dit information, voire consultation des CSE. Et donc, c'était quelque chose que j'ai dû très vite intégrer dans mes processus de planification de projet et de travail. Donc, et là, pour le coup, je pense que le dialogue social, c'est quelque chose qu'il est difficile de percevoir d'un point de vue théorique. Et j'aurais pas cette affirmation pour tous les sujets théoriques. Hmm. Je pense que la manière dont on me l'a enseigné à l'université ne faisait pas, ne rendait pas hommage à la complexité du sujet et à sa diversité. Et pour le coup, maintenant, c'est moi qui enseigne à l'université les fondamentaux du dialogue social et je tâche d'être peut-être plus convaincant, mais c'était pas une question de conviction, Plus plus pratique. un peu plus pratique et puis peut-être un peu plus nuancé aussi. C'est-à-dire qu'un des problèmes du dialogue social, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que selon le côté de la table duquel tu es, tu tends quand même à avoir des discours un peu caricaturaux. Et j'insiste, des deux côtés de la table. Hmm. Alors qu'en réalité, chaque dialogue social est différent, chaque organisation a son propre équilibre socio-historique qui conduit à une manière et une construction de dialogue social et qu'il peut y avoir des choses extrêmement diversifiées et donc forcément nuancées. Et les étudiants que tu accompagnes du coup à l'université, c'est quel genre de profil? Alors,
ceux à qui j'enseigne des éléments en lien avec le dialogue social, c'est plutôt des filières de gestion non spécialisées là-dedans, dans des cours type introduction à la gestion des ressources humaines ou fondamentaux de la gestion des ressources humaines, et où tu vas avoir une journée enfin une séance consacrée entièrement au, au droit social et au dialogue social. L'idée étant que c'est pas les gens qui en seront conceptuellement responsables, mais qui y seront forcément confrontés. Un petit peu les RH de demain, mais pas forcément les DRH ou les RRH, c'est ça? Bah, plutôt des dirigeants de demain, Ok. et dont on espère qu'ils auront un peu de compréhension et de connaissance des enjeux RH. Donc potentiellement les futurs présidents du CSE. Oui. Ok, super. Et Ah, et puis j'enseigne une autre excuse-moi. population un tout petit peu différente, excuse-moi. J'enseigne les métiers du conseil et du change management et de l'accompagnement du changement, beaucoup. Et donc, dans ces cas-là, je n'ai pas forcément une séance dédiée sur le dialogue social, mais forcément, j'insiste beaucoup sur l'importance du dialogue social dans la conduite de ces projets et le but des projets. Je t'ai perdu, Jean-Yves, ça a coupé un petit peu. Je crois que ton ordinateur ou Oui, ton c'est réseau revenu. a dit «Eh non, c'est une blague». Mais ça y est, je t'ai bien récupéré. Et c'est possible. Alors, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais il s'avère que j'habite à la campagne. Pour un autre podcast dans un univers parallèle, le SAV des campagnes. Exactement. Aujourd'hui, tu travailles aussi du coup dans des formations pour le CSE. Est-ce que tu Oui. as remarqué des questions, des choses en particulier qui reviennent beaucoup dans les formations, des sujets que l'actualité fait revenir sur la table et qui intéressent particulièrement les CSE? Alors, je vais préciser que ces dernières années, les 3 dernières années, j'ai été formateur CSE uniquement pour l'ESS, Ok. qui est une structure donc l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est des structures associatives ou des coopératives. Donc, on est sur des formes d'organisation un peu différentes. Et avec une question récurrente dans ce secteur, mais qui est connue, qui n'est pas spécifique aux 3 dernières années, qui est le problème du travail passionné, du surinvestissement des personnes et du brouillage des frontières entre justement l'employeur, les employés. Donc il y a cette dimension-là. Et il y a particulièrement pour les formations sur lesquelles moi je suis intervenu, en plus des questions de non-adéquation du droit social aux formes d'organisation alternatives, typiquement les coopératives. Euh, les coopératives doivent appliquer le droit social et pourtant elles sont conceptuellement différentes. Et c'est quelque chose qui est plutôt fait ou c'est quelque chose qui est plutôt pas fait? Le fait, je comprends pas la question. En gros, est-ce que, je vais prendre un autre, par exemple les startups, on sait que c'est un peu freestyle sur le concept, la startup, et souvent ils se font rattraper en disant ah oui c'est vrai, on est censé répondre à ces règles. Et donc c'est plus ce genre ils construisent à fond et puis après ils réfléchissent à structurer. Les coopératives, qui sont plutôt un modèle de l'économie sociale et solidaire, tu me dis si je me trompe, donc qui Tout à fait. sont théoriquement plutôt branchés sur les thématiques sociales, droit travail, est-ce que eux, elles n'appliquent pas, ou en tout cas elles ont du mal à appliquer parce que euh, leur Ok, façon j'ai d'être... compris. Vas-y, si tu as Le, compris, c'est parfait. le, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des structures qui, effectivement, de par leur culture, leur histoire et les positions politiques des personnes qui y travaillent, veulent appliquer de manière rigoureuse et responsable toutes les dispositions et tous les dispositifs de protection des travailleurs. C'est le point de départ. C'est Hmm. la tendance de base. Donc, c'est plutôt des structures qui vont investir le dialogue social et qui vont investir le respect de la loi. Avec deux nuances. D'une part, avec deux problèmes. D'une part, parfois, le respect formel des obligations n'est pas très aligné avec la logique de l'organisation. Et là, c'est le cas des coopératives. Rappelons, dans une coopérative, par définition, le travailleur est son propre employeur.
Mmh. Et il y a des instances qui sont déjà prévues de gouvernance dans lesquelles on a la possibilité d'aller gouverner son propre travail. Donc, le CSE est le représentant de quoi? En tout cas, pour les coopératives où tout le monde est coopérateur. Après, il peut y avoir des coopératives avec des gens qui ne sont pas coopérateurs. Mais ça, typiquement, c'est quelque chose qui devient très important et qui n'est pas prévu en tant que tel. Par exemple, il n'y a pas de collège. On peut peut-être l'inventer, j'ai un petit doute. Mais la loi prévoit pas qu'il y ait un collège des gens coopérateurs et un collège des gens non coopérateurs, quoi. Donc ça, c'est pour le cas des coopératives. Et puis dans le secteur de l'ESS plus largement, il y a vraiment cette idée de dire que je suis certes salarié, mais je travaille pour une cause qui me tient à cœur de mon plein gré, et mon surinvestissement est quelque chose de choisi et souhaitable. Euh, donc il y a des formes d'auto-exploitation. Euh, et pareil, là pour le coup, les CSE peuvent être un peu désemparés par rapport à ça. Alors, du coup, quand tu parles de ces personnes qui se donnent pour leur entreprise, est-ce qu'il s'agit uniquement des salariés ou est-ce que même au sein des élus, on retrouve un peu cette tendance qu'on peut parfois comparer à du burn-out militant, où Mhm. le sujet nous plaît et en fait, je suis en train de travailler la journée, le soir je rentre chez moi, j'ai des idées, je continue de bosser dessus, puis je m'arrête jamais. Ben, les deux. Réponse rapide. Non seulement, ça va concerner l'ensemble des salariés et ceux qui se retrouvent en plus élus CSE peuvent l'avoir. Et là pour le coup une problématique qui est similaire dans l'ESS et avec beaucoup d'autres entreprises, c'est que comment dire, euh, les personnes qui se retrouvent au CSE sont par ailleurs des personnes qui sont déjà très investies et pas forcément, enfin, qui sont déjà très investies et, euh, Ils et n'ont qui pas prennent le forcément une CSE. réduction de leur temps de travail parce qu'ils sont au CSE, quoi. Ouais, et puis surtout qui prennent le CSE par conviction, en plus de ce ils occupent déjà par conviction, quoi. Et donc la notion de décharge devient très théorique. Ok. Et comment on peut faire pour les aider? Ou qu'est-ce qu'on peut faire Ben, si on peut faire quelque chose? là, pour le coup, il y a tout cet enjeu qui renvoie vers ce que tu appelais le burn-out militant, qui commence à être étudié et théorisé, où c'est des choses où on peut les accompagner, on peut les outiller, on peut leur donner des ressources. C'est des formations CSE aussi où il faut forcément repenser un peu ton ingé pour revenir au sujet qui nous intéresse davantage. Des formations CSE où il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire que tu peux Mhm. pas juste dérouler, tu vois, ton plan de cours que tu as récupéré de je sais pas où, qui est adapté à une PME industrielle. T'es obligé de tenir compte du fait que tu as des structures spécifiques et des modes d'organisation spécifiques. Mais là, par extension, je dirais que c'est valable pour n'importe quelle formation CSE, c'est-à-dire que en réalité, le dialogue social est toujours différent, les organisations sont toujours différentes et les CSE sont toujours différents aussi. Là, c'est différent avec des tendances qu'il faut intégrer. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, les problématiques que tu décris là dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce sont des problématiques que j'ai rencontrées aussi dans les autres structures en formation, où généralement, bah, si tu t'es investi au CSE, c'est parce que tu as envie de faire que les choses bougent dans ta boîte. Et donc, tu es déjà moteur dans ta partie pro, et tu deviens en plus moteur sur la partie représentation du personnel. Et derrière, bah, tu as toujours la même charge de travail, parfois même plus parce que tu t'es rajouté l'émission CSE. Peut-être même que bah, comme tu bosses bien, tu as été repéré et puis tu vas aussi être promu dans l'entreprise et au sein de l'organisation et puis du coup avoir des nouvelles responsabilités. Et au final, je pense que la plupart des élus, alors je pourrais te raconter ma théorie des trois tiers, mais en tout cas, les élus qui prennent leur travail de CSE au sérieux et qui s'investissent se retrouvent rapidement dans cette situation où je suis là pour une cause, même si c'est pas une entreprise qui a forcément une cause comme objectif. Et derrière, ils se retrouvent dans ces situations de bah, pas compter les heures,
d'être tout le temps disponible et parfois même trop disponible au point de s'oublier et de risquer d'abîmer leur santé avec ce fameux burn-out militant qu'on était en train d'évoquer. Ah ouais, tout à fait. Mais là, pour le coup, c'est des choses qui sont identifiées en sociologie, finalement en sociologie du syndicalisme, que c'est cette dimension vocationnelle, en fait. Et on en revient donc à la même question. Maintenant, on a nos élus. Quels sont les leviers pratiques sur lesquels on peut agir? Tu vois, on disait pendant la formation qu'on va s'adapter, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va leur dire? L'idée, c'est pas de faire une formation de 35 heures là, pendant le podcast, mais en tout cas, si on peut leur donner un peu des fils sur lesquels tirer et se soulager certaines charges, ça pourrait être intéressant. Alors, pour le coup, le fait de repartir des fondamentaux reste quand même toujours indispensable. C'est-à-dire que revenir de ce que dit la loi et donc ce qu'elle ne dit pas, c'est important, et notamment parce que, en fait, souvent, c'est dans ce qu'elle ne dit pas que tu as les espaces pour créer de la qualité. Alors là, je vais mettre ma casquette de sociologue des organisations, tu vois, c'est-à-dire que c'est toujours Attends, la garantie de la qualité. ça avait un petit peu coupé. Je vais reprendre la phrase Oui, que j'ai entendue et puis si jamais tu veux redire. Donc, ce que ne dit pas la loi, ce que ne dit pas la loi crée des espaces pour mettre de la qualité dans le dialogue ouais. social. Et après, tu étais en train de compléter, si tu veux bien Je dis que répéter. c'est en repartant d'une théorie fondamentale de la sociologie du travail et des organisations. Ok. C'est-à-dire que il y a ce qui est prévu et il y a la réalité. Euh, pour t'adapter à la réalité au mieux, tu es statistiquement obligé de t'éloigner de ce qui est prévu. Mhm. De manière ultra majoritaire. C'est-à-dire que les situations où ce qui est prévu fonctionne parfaitement sont ultra minoritaires. C'est la base du travail. Travailler, c'est t'adapter à l'imprévu, c'est t'adapter à la réalité. Tu peux le faire de manière ponctuelle, parce que c'est un imprévu, puis tu peux le faire de manière durable, parce que ce qui était prévu était mal prévu. Euh, le- il y avait des problèmes de conception où le contexte a changé, qui fait qu'il faut modifier ce qui est prévu. Ça, c'est vraiment un fondamental de la sociologie du travail et des organisations. C'est l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Ben, par extension, ça va s'appliquer exactement de la même manière au travail d'élu. Mhm. Ça va s'appliquer exactement de la même manière à ce qu'on négocie, au sujet négocié, puisque ce qu'on négocie, c'est le travail. Euh, Ce qui est prévu hors la loi, la loi, le droit du travail, tout ça, d'une manière générale, c'est vraiment la partie qui est prescrite et non négociable. Et on ne va pas remettre ça en question. Mais donc, il y a quand même cette idée de dire que ce qui te permet de créer de la qualité, à la fois pour les élus et pour les personnes qui défendent, c'est les espaces où tu peux négocier. Et les espaces où tu peux négocier, c'est bien ceux qui ne sont pas prévus par la loi. Alors attention, hein, je ne dis pas que le fait de défendre le temps de travail, une juste rémunération et ce genre de choses, il ne faut pas le faire. Euh, mais paradoxalement, je dis qu'arrivé à un certain point, il faut aussi avoir conscience que plus tu verrouilles un système, moins tu crées d'espace de garantie de la qualité. Euh, et, euh, et donc, il y a un truc autour de ça en disant, voilà, ça c'est tout ce qui n'est pas négociable, c'est pas négociable, c'est à l'employeur de s'y plier, et votre travail, c'est juste de vérifier que l'employeur s'y plie. Mais en même temps, euh, trouver des choses qui sont négociables, trouver des espaces dans lesquels tu peux inventer des manières de fonctionner, c'est là où tu vas pouvoir t'en sortir. Et plus tu es dans une organisation atypique, plus ça devient nécessaire, puisque moins la loi fonctionne bien pour ton organisation. Tu vois, la responsabilité de l'employeur, quand tu es une organisation, une association avec une organisation strictement horizontale qui n'a pas de représentant de l'employeur très formel, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, quoi. Mhm. Euh, donc, voilà. Et au demeurant, j'invente pas tout ça, hein. C'est une reformulation de la théorie de la régulation de Reynaud.
c'est pas nouveau. Donc, si j'ai bien compris ce que tu es en train d'expliquer, l'idée, ça serait de chercher peut-être à prioriser les sujets sur lesquels on va travailler. Là, on parlait de la négociation, pour investir notre temps plutôt sur les sujets non décrits par la loi, ou en tout cas où il y a une certaine marge de manœuvre, et de laisser dans un premier temps la partie légiférée et juste à s'assurer, la loi dit ça, est-ce que c'est ce qu'on fait, on est bon, on n'est pas bon. Encore une fois, parce que on parle fondamentalement d'organisations qui veulent appliquer la loi. Mhm. On est bien dans le cadre de coopératives ou d'associations qui sont composées de salariés et de dirigeants pour qui le respect du code du travail est une évidence. Je Mais J'aurais pas le même discours dans tous les dialogues TSE, exactement, tu vois. je pense que même dans les entreprises qui ne sont pas issues de l'économie sociale et solidaire, Il y en a des comme ça. il y en a des comme ça, et pour ceux qui ne le sont pas, il y a aussi des leviers financiers et juridiques qui font qu'ils ont tout intérêt soit à être comme ça, soit à prétendre l'être. Donc c'est aussi applicable pour les entreprises qui ne sont peut-être pas forcément issues de l'ESS. Euh, d'un point de vue pratique, souvent j'ai remarqué que tu arrives en tant qu'élu et tu es un petit peu catapulté dans ton poste d'élu, que parfois tu as les formations et c'est très bien, mais c'est pas parce que tu as fait une formation avec les meilleurs formateurs du monde que d'un seul coup ton mandat d'élu devient simple. Et quand j'en parle avec les élus, très souvent, le retour que j'ai, c'est on n'a pas fait d'entretien de début de mandat avec l'employeur, avec les RH, avec mon manager, en tout cas avec les personnes qui pourraient comprendre un petit peu l'activité. Et je trouve que c'est dommage parce que ça va créer beaucoup de frustration. On va se retrouver avec des élus qui veulent faire des choses, qui font des choses, prennent des heures de délégation, quittent leur poste de travail classique pour basculer sur le poste de travail élu CSE. On va avoir un Mhm. manager qui va être frustré parce que une de ces personnes ressources, elle a quitté son poste de travail classique pour aller travailler sur des ressources qui ne sont pas liées avec ses objectifs. Et derrière, forcément, ça peut créer un petit peu des tensions, de la compréhension. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de... Est-ce que ça correspond à une réalité de ce que tu observes? Qu'est-ce que tu en dirais? Ben oui et non, parce que pour le coup, comme on est dans des organisations qui croient au dialogue social d'un point de vue conceptuel, Mhm, vu que c'est des organisations euh, d'une manière ou d'une autre militantes, c'est quand même un truc qui va être plus valorisé, plus poussé. Par contre, je te rejoins entièrement sur la récurrence de ce schéma d'une manière générale dans le monde du travail. Et puis avec des espèces de petites créations de tension aussi où euh, c'est souvent des personnes. Il y a quand même plein d'endroits où les personnes qui sont missionnées, en fait, et tu vois, ce lapsus devient le cœur de la réponse. C'est-à-dire que les mhm, personnes deviennent missionnées par la direction pour être élues CSE. C'est des profils qui sont investis, mais qui sont aussi qui s'entendent bien avec le reste des équipes, mais qui s'entendent bien avec la direction. Et, et d'un côté, c'est aussi une manière, enfin, t'augmentes les chances d'avoir un dialogue social de qualité, quoi. Mais d'un autre côté, tu les mets un peu en porte-à-faux dans leurs futures responsabilités, parce que c'est des personnes qui ont été choisies. Enfin, parce que la fonction en elle-même porte une tension, quoi. Et alors, c'est intéressant ce que tu expliques. Le fait d'être missionné par la direction, ça peut être à la fois sain et à la fois pas très sain. Donc j'aimerais bien que tu me donnes un peu plus de contexte. Alors bien évidemment, on invente, on n'est pas dans des cas réels, mais dans quelle situation exactement, en général, tu as remarqué que les directions invitent, tu as vu, je choisis des mots un peu, un peu neutres, des élus, enfin des salariés à se présenter aux élections du personnel. Hmm. Euh,
Globalement, c'est quand c'est le cas typique, c'est quand l'organisation n'a qu'un tout petit nombre de gens éligibles en respectant les règles, tu vois, Mhm. d'ancienneté, etc. Et où alors là, tu peux l'avoir, enfin, t'as ce problème-là dans toutes les organisations où il y a du turnover, que ça soit des associations ou des startups. Tu finis par avoir très peu de gens qui ont à la fois l'âge, l'ancienneté, l'appartenance au bon collège et ce genre de choses. Et donc dans ces cas-là, tu as quand même une injonction un peu forte à te présenter parce que sinon tu ne peux pas avoir de CSE valide et ça pose plein de problèmes. Donc du coup là, on est plutôt dans le cadre de on n'a pas assez d'élus et on a envie d'avoir des élus, parce que la Ouais. direction pourrait aussi prendre le parti de ne pas inviter les gens à se présenter, ou ne dire rien, tu vois, et derrière ne pas avoir de CSE. Donc même si Oui, mais c'est invité par la direction, si elle ne faisait pas ça, ça serait peut-être pire en termes de dialogue social, puisqu'il n'y aurait pas d'instance, ou que l'instance serait très incomplète, très vide, et du coup vidée de son sens, parce que c'est quand même dans la multiplicité des cerveaux qu'on construit l'intérêt du collectif. c'était une question. Je sais pas, en fait, en gros, je voulais savoir si tu pensais que cette situation était euh, néfaste, ou alors juste, ça peut donner des situations compliquées pour les élus ensuite derrière. Parce qu'après, je vais te donner une autre situation et je pense qu'on aura une autre réponse. J'ai bugué. Ouais, Ouais. on a eu un petit saut. Je disais, je pense pas que ça soit néfaste par construction, mais au contraire même parce que je suis convaincu qu'un dialogue social peut être de qualité, et pour qu'un dialogue social soit de qualité, il faut que les gens qui y participent aient envie de construire un dialogue social de qualité, et que ce schéma-là conduit quand même à avoir des gens qui vont aborder le dialogue social comme un moment ayant vocation à dialoguer de manière qualitative et pas comme un moment ayant vocation à être conflictuel. Donc ça a plutôt une possibilité positive, enfin ça a plutôt apporte des possibilités positives. Par contre, ça risque de mettre les personnes dans des situations de tension, notamment en cas de glissement ultérieur et de direction qui se désaligne du reste de l'organisation, quoi. Ok. Ou d'organisation qui se désaligne de sa direction. Mais enfin, désaligné, c'est pas forcément par ailleurs idéologiquement, hein, une bonne petite période de contraintes économiques graves et de plans d'économie, ça arrive malheureusement assez vite et pas de manière volontaire. Ok. Donc, en gros, la situation, c'est pas mal en soi. Par contre, il faut regarder un petit peu ce que ça va devenir. Ouais, tout à fait. Deuxième situation. Mhm. Là, il y a des élus CSE. Enfin, il y a Ok, des candidats qui sont syndiqués et peut-être des candidats que la direction ne souhaite pas passer. ok. Et la direction va voir certains membres des différents collèges en disant ça serait bien que tu te présentes parce que je préfère que ce soit toi qui sois élu que un tel ou un tel. Tu vois, on n'est plus du Et tout dans la même ben, situation. Qu'est-ce que tu penses de ça? soit on croit au système électif et le système va s'autoréguler, soit on croit pas au système électif et c'est un problème. Mais je parle de la manœuvre de la direction qui était plutôt vertueuse dans le premier cas. Mhm. Et je doute que ce soit toujours la situation. Oui, enfin, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Je vais encore une fois mettre une casquette de sociologue, c'est-à-dire que c'est un problème conceptuellement et politiquement, et dans les faits, c'est juste la vie, quoi. Mhm. Ça s'appelle le jeu politique des organisations, et en fait, au travail, tu fais du jeu politique. Et donc, tu utilises les instances qui existent et tu manœuvres pour atteindre tes objectifs et tes résultats. C'est axiologiquement neutre. Euh, Est-ce que en fait, je peux trouver un contre-exemple où Mais ça vas-y, devient vas-y, c'est vertueux? hyper intéressant. Je suis curieux, vas-y. Quand le CSE est tenu par des syndicalistes qui sont intégralement des hommes de plus de 50 ans, tu vois, avec par ailleurs des biais discriminatoires sexistes, homophobes et racistes,
ben, ça devient très vertueux d'essayer de les court-circuiter et de faire rentrer des élus qui partagent pas leur point de vue. Mmh. Mais j'ai l'impression structurellement compliqué puisque de toute façon, au premier tour, les syndicats auront la priorité. Oui. Donc ça voudrait dire que, alors éventuellement, l'axe de réflexion dans ce cas, ce serait de vérifier la liste Bah, de créer électorale un et de nouveau vérifier qu'il y a des syndicat. femmes dans le syndicat. Mais oui, ou alors il faut créer un nouveau syndicat ou une alliance de syndicats pour s'opposer à ça. Mais si on a donc ce groupe majoritairement d'hommes qui est déjà très bien implanté, ça va quand même être compliqué de le... Ah oui, oui, non, mais je te le disais, hein, de... voilà, j'étais pas Mais ça sur peut la être une dimension. raison intéressante de chercher à bouger les choses. Voilà, je sais pas, enfin, je sais pas à quel point c'est faisable tactiquement, mais c'est pour recréer, tu vois, une nouvelle variation du système qui était à nouveau vertueuse. Mhm. C'est-à-dire que ensuite, et là j'en reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'arriver à un certain point, la généralité ne marche pas parce que c'est une généralité. C'est-à-dire que chaque situation est différente. Il y a clairement des endroits avec des directions, tu vois, malfaisantes qui vont utiliser tous les leviers en leur possible pour euh, continuer à avoir la possibilité de maltraiter leurs travailleurs. Ça doit arriver. Et il y a d'autres endroits où les choses seront plus nuancées. Par contre, de fait, la démarche, elle est axiologiquement neutre. Mhm. C'est-à-dire que tu vas pas l'évaluer par le fait de le faire. Tu vas l'évaluer par son contexte, par les raisons pour lesquelles tu l'as fait et par les conséquences que ça a. Mais est-ce que c'est neutre si la direction, elle invite un maximum de personnes à participer? Ou est-ce que c'est neutre parce que de toute façon, c'est pas parce que la direction invite les gens à participer que ce sont les gens qui seront élus? Les deux. C'est-à-dire que là, pour le coup, dans ces deux, le premier point est quand même une démarche vertueuse, c'est-à-dire que si la direction insiste, invite un maximum de gens à participer, c'est qu'il y a, c'est pas une manière de, enfin, si c'est tel que tu le formules, ce n'est pas une opposition au principe électoral. Mhm. C'est une Pas une manipulation. diversification. Voilà, c'est pas une volonté de truquer le jeu électoral. C'est une volonté de lui donner la possibilité d'exprimer la réalité du fond. Ok. Et, et le deuxième cas, c'est le respect du processus électoral, dans ce que tu disais. Ok, super. Je voulais revenir sur l'exemple que tu as pris juste avant. Si on a des personnes qui sont homophobes, racistes et sexistes dans nos organisations, c'est pas une opinion. Si c'est caractérisé, s'il y a eu des propos qui ont été émis, on est déjà dans un délit et dans des infractions potentielles. Si Donc, ça a été émis. potentiellement, si vous êtes témoin de ces situations-là, ne restez pas en tant que passif. Alors, il y a les droits d'alerte, atteinte aux droits des personnes qui sont disponibles, qu'on soit élu ou pas. D'ailleurs, on peut en parler à la direction, même si on n'est pas un élu du CSE, et la direction pourra déclencher des choses. Et si ensuite on est au sein d'un CSE ou d'un syndicat, c'est pas parce que les gens sont dans notre syndicat qu'il faut accepter qu'ils fassent n'importe quoi. Et je suis convaincu que n'importe quel syndicat, on pointe du doigt qu'un de ses membres fait de manière répétée, au moins deux, on va dire, pour caractériser le harcèlement, des situations d'homophobie, de racisme ou de sexisme. À mon avis, la personne ne va pas rester dans le syndicat très longtemps. Alors, malheureusement, la vérité générale est factuellement fausse. Je te renvoie, enfin, notamment, il y a eu quand même pas mal de papiers sur Mediapart de situations de syndicalistes dans un grand syndicat que nous ne citerons pas nommément parce que ça n'a pas d'importance, indéboulonnables, sexistes, harcelants parce que arrivé à un certain point, casquette de sociologue des organisations, un syndicat est une organisation avec ses propres jeux de pouvoir, ses propres stratégies d'acteurs, et elle n'est ni plus ni moins intègre. Pour rappel, il y avait eu une alerte RPS à la direction centrale de, je dirais la CGT, mais je suis pas complètement sûr, avec un rapport d'expertise sur les conditions de travail à la direction centrale du syndicat, quoi, il y a quelques années. Donc, ce que tu expliques, c'est qu'au final, les mêmes problèmes ne seront pas forcément gérés par les gens qui prétendent gérer les problèmes des autres.
Ah bah, en tout cas, c'est pas automatique. Et attention, je fais pas de généralité. Il y a plein d'espaces syndicaux qui sont safe, remplis de gens très bien, avec des vraies procédures d'alerte qui vont Mhm. fonctionner. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que il faut passer par les procédures d'alerte qui existent et faire remonter au niveau institutionnel, parce que si on n'y croit pas au départ, forcément ça va pas se résoudre. Je ne suis juste pas d'accord avec toi sur ton affirmation disant Que ça devrait être, que ça sera automatique. ça sera automatique et que c'est des Ok. espaces parfaits, quoi. Mais ça devrait l'être. Ah bah ça oui, ça devrait l'être, mais l'entreprise devrait être un espace safe. Mhm. Et, C'est une posture de valeur, c'est malheureusement pas une posture de réalité. et du coup, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour que cette euh, valeur, en tout cas que la réalité tende vers la valeur? Là, on va sortir de mon domaine de compétences. C'est-à-dire que je fais de la sociologie du syndicalisme je maîtrise pas assez pour m'engager sur cette réponse-là. Sur les institutions syndicales en elles-mêmes. Et par contre, pour reboucler quand même sur notre sujet qui nous intéresse, nous, je pense que la formation des élus CSE est un point de départ pour travailler sur toutes ces questions-là, y compris au niveau des syndicats en eux-mêmes. Parce que, en fait, conscientiser les gens à ces questions-là, c'est leur donner des ressources pour gérer ces questions-là. Donc, Petit bug, je t'ai perdu. c'est revenu. Et donc, nous, on a un enjeu en tant que formateur qui est aussi de traiter ces questions. Bah là, en l'occurrence, on parlait de domination structurelle et de discrimination illégale Mhm. de manière correcte dans l'information. Euh, et et c'est un levier déjà. Et bah, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, dans la formation SSCT, on évoque forcément tous les risques, mais parmi les risques, il y a les risques psychosociaux. C'est difficile de parler de risques psychosociaux sans parler de harcèlement sexuel et de tous ces jeux de domination qui sont plus ou moins toxiques. Tout à fait. Donc, à minima, tous les élus du CSE doivent être formés à la formation SSCT, donc doivent être sensibilisés sur ce sujet. C'est pas parce qu'on est sensibilisé une fois tous les 4 ans qu'on devient magiquement des cracks et qu'on sait tout sur ça. Mais déjà, c'est important de le savoir. Et moi, ce que j'encourage les élus à faire, c'est de sensibiliser les collègues de leur entreprise à ces sujets. Parce que je pense, mais je me trompe peut-être, et ta casquette de sociologue est la bienvenue pour me corriger, si c'est le cas, qu'il y a des gens, en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font mal parce qu'ils ne se rendent pas toujours compte de la gravité de ce qu'ils font quand ils le font. Et que mettre des mots sur des actions, ça permet de prendre conscience de la gravité des actions et de se remettre en question Ouais. dans l'activité illicite qu'on avait auparavant. Ah ouais, ouais, tout à fait. Et c'est là où, pour le coup, et ça reboucle un peu sur ce que je disais au tout début, je pense que la théorie a quand même son importance. Euh, et que tu peux pas aborder la pratique sans avoir un bon socle théorique. D'ailleurs, c'est fondamentalement la logique des formations CSE, c'est de transmettre un socle théorique que les élus pourront mobiliser dans le cadre de leur pratique. Mhm. Sur la question des discriminations, ça passe aussi par le fait que tu vas remettre en question tes propres actes et tes propres comportements, quoi. Absolument. Je vois le temps qui passe et tout doucement on nous rapproche de notre heure d'enregistrement. Il y a une autre question que j'aime bien poser quasiment à chaque podcast, donc ceux qui écoutent ont l'habitude de l'entendre, mais les réponses sont jamais les mêmes. C'est pour ça que cette question est intéressante. On arrive sur un cycle électoral pour les CSE et donc tout un vivier de nouveaux élus qui vont aussi arriver avec ces nouvelles élections. Quels seront les conseils pratiques que tu peux donner à ces nouveaux élus pour, bah, on parle un petit peu là de ces sujets de charge de travail, on a parlé de plein de choses différentes, c'est très intéressant. On a parlé du burn-out militant, on a parlé de créer des espaces de négociation, de faire attention également à ce qu'on dit, comment on le dit. Enfin voilà, sens-toi libre, s'il y a des idées, tu peux aborder sur n'importe lequel des thèmes qu'on a vus, mais voilà des petites
chose pratique que tu peux dire, tu débutes dans ton CSE, peut-être tu sais rien du CSE, bah fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et déjà ça va te donner des premières billes pour avancer. Mm. Alors moi, et c'est quand même un peu une populaire opinion auprès de certains formateurs, un des premiers trucs que je dirais, c'est que il faut être deux pour s'engueuler. En fait, non, il n'y a pas besoin d'être deux pour s'engueuler, mais il faut être deux pour avoir un dialogue de qualité. Effectivement, si tu es face à une direction qui bloque et qui est dans le déni et qui est dans l'opposition frontale, c'est ce qui va se passer. Par contre, face à une direction globalement qui veut dialoguer, avec des défauts et avec des limites, face à un employeur qui veut dialoguer, si les élus ne font pas l'effort d'aller au dialogue, et notamment se concentrent davantage sur les limites de l'employeur que sur sa bonne volonté, le dialogue ne sera pas de qualité. Et donc, j'ai quand même un tropisme qui espère que le dialogue social est une ressource quand c'est un dialogue, pas quand c'est un rapport de force. Et de là, par contre, je ne suis pas angélique. La compétence, un bon élu, c'est de décider le moment où il cesse de vouloir dialoguer pour rentrer dans un rapport de force parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas de meilleure possibilité. Mais chercher le rapport de force avant d'avoir cherché le dialogue est quand même, à mon avis, se priver de l'espace, d'avoir un dialogue de qualité. Je Et note. encore une fois, pas d'angélisme, le rapport de force est souvent nécessaire. Eh bien, dis donc, j'ai rempli presque une feuille de mon petit carnet juste sur ces petites phrases. Donc, si j'ai bien compris, tu as dit on n'a pas besoin d'être deux pour se disputer, mais on a besoin d'être deux pour pouvoir bien dialoguer. Oui. On va chercher d'abord les bonnes volontés et pas que se concentrer sur les limites de ce que l'employeur refuse de faire. Tu as aussi dit que le dialogue social, c'est une ressource à utiliser quand il existe, mais qu'il faut savoir parfois quand il faut arrêter, taper du poing sur la table et dire ça y est, maintenant, le dialogue social, ça a échoué. On passe plutôt en rapport de force. Et ton dernier point, c'était qu'on favorise toujours dans un premier temps le dialogue social avant de mettre en place un rapport de force. Ça serait si tu me demandais quelle est ma recommandation. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est bien raison. Bah, excellent. Et ben, merci beaucoup. Mais écoute, on va doucement terminer du coup le podcast. J'aimerais qu'on profite un peu de cette fin de podcast pour remettre un peu en lumière qui tu es, comment est-ce qu'on peut te joindre, comment on peut faire pour travailler avec toi. Voilà. Et n'hésite pas, partage un petit peu. C'est ta tribune de la fin du podcast, donc elle est là pour toi. Eh bien, merci beaucoup. Merci déjà avant tout de nouveau pour cette invitation et pour cet échange fort stimulant. Donc moi, pour rappel, je suis chercheur, intervenant et formateur en organisation. Je suis effectivement disponible pour faire de la formation sur des sujets spécifiques de rapport au travail, de conséquences psychologiques de l'organisation du travail, d'accompagnement du changement, de ce genre de choses. Formation soit à destination des CSE, mais aussi éventuellement à la destination de direction qui voudraient former des managers à faire les choses mieux. J'ai un peu aussi intervenir sous des formats davantage de conférences, et là donc finalement avec ma casquette d'académique, d'expert académique, avec toutes les limites qu'on peut mettre à ce mot-là, c'est des choses que j'ai déjà fait, y compris pour des CSE pour le coup, qui m'ont demandé par exemple d'intervenir sur des formats de conférences ou en visio ou en présentiel pour sensibiliser leurs collègues et les travailleurs à, par exemple, ce que sont les risques psychosociaux, comment les détecter, quand est-ce qu'une situation professionnelle cesse d'être acceptable. Et même chose, je suis aussi intervenu pour des clients institutionnels, côté institution et côté employeur. Donc voilà, de la formation, de la sensibilisation, de la conférence. Et après, de facto, mon métier est aussi de faire du diagnostic risque psychosocial ultra robuste scientifiquement.
Je suis pas une entreprise agréée expertise CSE, mais par contre, je peux intervenir dans des cas, notamment d'un dialogue social de qualité, où des directions et des CSE voudraient faire intervenir un expert indépendant et je garantis mon indépendance, c'est-à-dire que de fait, personne ne relira mon rapport et n'aura le droit de critiquer ou de commenter ou de modifier ce qui est écrit dedans. Ce qui en fait rassure les deux parties. C'est-à-dire que les directions n'aiment pas trop les experts CSE parce qu'ils considèrent que c'est partial et les CSE n'aiment pas trop les cabinets méconnus de la direction parce qu'ils considèrent que c'est partial. Moi, j'aime bien intervenir sur du diagnostic RPS co-construit, enfin en tout cas co-validé par un CSE et par une direction qui accepte mon indépendance et qui accepte de se voir livrer des résultats bruts, mais en même temps très bien expliqués, de Et manière à pouvoir transformer ça en action. du coup, quand tu fais ton diag, est-ce que tu Ouais. fournis un plan d'action avec? Normalement, oui. Enfin, non, je fournis des recommandations. Et si on m'a missionné pour transformer ça en plan d'action contraignante, je peux le faire. Après, par déontologie, moi, ma proposition, c'est aussi de m'arrêter aux recommandations pour que mes clients aient la possibilité de demander l'accompagnement à quelqu'un d'autre. Hmm. Net. Attends, Et donc, ça a m'arrêter à bugué. une... Ça a Ouais, bugué à quelqu'un d'autre. bon. Donc de faire appel à quelqu'un d'autre, parce que je pense que verrouiller tes clients dans une dépendance, c'est pas une manière de créer une relation de confiance et de garantir un travail de qualité. Donc moi, ce que je propose en général, c'est de fournir un diagnostic avec des recommandations générales, des axes de travail, si tu veux, justifiés par les résultats du diagnostic. Ça, c'est ce que je livre dans la partie diagnostic. Après, si l'entreprise, l'association ou autre veut continuer à travailler avec moi, je peux les aider à transformer ces axes de travail en plan d'action. Mais Ok. s'ils souhaitent soit l'internaliser, soit le faire avec quelqu'un d'autre, ils ont un livrable qui est transférable, compréhensible, exhaustif et qui permet de s'approprier le sujet. Super. Bah, merci beaucoup. T'as un site internet? Non, j'ai un profil LinkedIn très à jour et sur lequel on peut me trouver et me contacter. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas le nom de Jean-Yves Ottman écrit sur la liste, donc c'est Jean, J-E-A-N, Yves, Y-V-E-S, Ottman, O-T-T-M-A-N-N. Il sera normalement dans la description, vous aurez juste à cliquer sur son nom. Mais vous, comme ça, vous savez comment l'écrire pour le trouver. Peut-être que vous êtes déjà d'ailleurs en train de l'ajouter sur LinkedIn, suivez-le. Vous aurez raison de le faire. Et auquel cas, bienvenue. Eh bien, les SAV-DCSE, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur ma page perso sur LinkedIn également, Alexis Maes, sur la page Dice Academy, la page professionnelle de la boîte, sur Facebook Dice Academy, sur YouTube Dice Academy FR, et le SAV-DCSE existe sur les plateformes de podcast, bientôt sur Apple. J'espère que quand cet épisode sortira, enfin on aura résolu ce problème. Mais sinon, il est sur les autres plateformes de podcast. D'ailleurs, sur le site internet de Dice Academy, vous allez pouvoir retrouver également les podcasts. Et sur les réseaux sociaux plus classiques, Instagram, TikTok, Thread, vous nous retrouvez aussi sur le SAVDCSE. N'hésitez pas à nous rejoindre, à laisser des petits messages, à poser des questions, à recommander également peut-être des personnes que vous aimeriez qu'on interviewe dans ce podcast. On prendra contact avec ces experts du CSE qui sont trop timides pour s'avouer parfois experts, mais en tout cas, quand on leur donne la parole dans le podcast, on les traite comme tels. On vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On dit à bientôt. Ciao, ciao. Bientôt.